Histoire de Béjaïa, partie 3. En 1058, nous sommes au beau milieu de batailles permanentes entre les différentes dynasties berbères. Ainsi, déclarant un statu quo, les Hamadites de Béjaïa se sont alliés aux mercenaires hilaliens afin de combattre et vaincre les Ifrénides de Tlemcen. Les Ifrénides garderont leur capitale Tlemcen, mais perdant une grande partie de leur territoire. L'affaiblissement des Ifrénides aura pour conséquence l'émergence d'une nouvelle dynastie venue de Maurétanie, les Almoravides. Ceux-ci prennent Tlemcen aux Ifrénides, mais sont arrêtés par le sultan hamadide Al-Mansur ben el-Nasir et ses alliés hilaliens en 1102. Les Almoravides sont donc repoussés vers le Maghreb al-Aqsa, l'actuel Maroc. Les Hamadites de Béjaïa s'imposent donc après le déclin de leurs cousins zirides comme une grande puissance au Maghreb central. Ils réussissent à éliminer les Banu Khorasan de Tunis et repousser les Arabes du Hudna. Ils repoussent de nombreuses attaques maritimes, notamment celle des Génois en 1136. Les luttes contre les Hilaliens redevenaient constantes et la cité fut de plus en plus affaiblie malgré sa prospérité économique et culturelle. La chute des Almoravides, remplacée par la dynastie commandée par Abd el-Moumin, les Almohades, provoquera la fin de l'hégémonie hamadite. Les Almohades prennent le Maghreb al-Aqsa, ainsi que le Maghreb central en 1151. Ils combattent les Hilaliens et continuent leur marche vers l'est. Cela marque donc la fin de la dynastie hamadide. Mais la cité de Béjaïa reste prospère. Elle accueille de nombreux savants. Le sultan almohade y bâtit une casbah et de nombreuses infrastructures. Les habitants sont riches et plus habiles dans divers arts et métiers qu'on ne l'est généralement ailleurs. Les marchands de cette ville sont en relation avec ceux de l'Afrique occidentale, ainsi qu'avec ceux du Sahara et de l'Orient. Autour de la ville, des plaines cultivées, on le recueille du blé, de l'orge et des fruits en abondance. On y construit de gros bâtiments, des navires et des galères, car les montagnes environnantes sont très boisées et produisent de la résine et du goudron d'excellente qualité. Les habitants se livrent alors à l'exploitation des mines de fer, qui donnent de très bons minerais. En un mot, la ville est très industrieuse. En 1228, deux dynasties vont alors émerger. Les Hafsides de Béjaïa et les Hafsides de Tunis. Cette période médiévale représente l'âge d'or de la ville. La population était constituée en majorité de lettrés et commerçants kabyles, mais aussi d'habiles artisans andalous. Les relations officielles et commerciales avec les républiques européennes de Gênes, Pise, Venise, Marseille, Catalogne et enfin Majorque sont caractérisées par la signature de traités de commerce. C'est à cette période que seront commercialisées partout en Europe ces petites chandelles portant le nom de leur ville, Bougie. Le rôle joué par Bougie dans la transmission du savoir au Moyen-Âge est confirmé par les séjours plus ou moins longs de personnalités scientifiques et littéraires prestigieuses, versées dans tous les domaines de connaissances. Le métaphysicien andalou Ibn Arabi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui a introduit les chiffres arabes en Europe, le philosophe catalan Raymond Lull, l'historien Ibn Khaldoun, le poète sicilien Ibn Hamdis. Rappelons enfin que le Mahdi almohade Ibn Tumert y déploya son activité réformatrice, notamment par sa prédication en langue berbère. C'est durant son exil à Mellala, un petit village près de la ville, qu'il rencontra le célèbre Abd el-Moumin, qui lui succédera à la tête de l'empire almohade et lui enseigna sa doctrine unitaire. La ville est restée heureuse et prospère pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, en 1510, sur la voie de la Reconquista. Mais ça, nous en parlerons dans la partie 4, Ertofes.